ravi de pouvoir organiser ce webinaire aujourd'hui sur le sujet de l'économie circulaire et comment elle peut contribuer à réduire l'empreinte carbone. Donc, on a une petite heure ensemble. Donc je me présente rapidement et je laisse également Kevin et Maxime se présenter. Donc, je suis Laurent Barbezieux, un des cofondateurs d'Axio. Et Axio, on est une plateforme qui accompagne les entreprises sur leurs mesures d'empreinte carbone, scope 1, 2, 3, trajectoire carbone, etc. Je laisse Maxime se présenter. Bonjour, moi je suis le fondateur de Bludigo. Bludigo, on est une marketplace qui propose aux entreprises du mobilier de bureau de seconde main. Super. Donc, à mon tour, j'imagine. Donc, moi, je m'appelle Kevin Chen, je suis directeur conseil chez Circulaire. Circulaire, nous, on est spécialisé sur la transition vers l'économie circulaire. On le fait à travers différentes activités qui sont de la formation, de la communauté et du conseil. Donc, on est ensemble pour une heure. On va essayer de présenter les éléments pendant 45 minutes pour garder du temps pour les questions. Vous avez un chat qui est ouvert, donc n'hésitez pas à poser les questions en live, on les regarde, on essaie d'y répondre à la volée. Sinon, on y répond à la fin. Et on nous le demande souvent, enfin, c'est enregistré et les éléments seront partagés par email ensuite, donc pas besoin de faire des screenshots, vous aurez tout en PDF après. Donc, pour aujourd'hui, de quoi va-t-on parler en détail? Alors déjà, on va définir ce que c'est l'économie circulaire. Il y a pas mal de concepts derrière ça, donc c'est important de voir ce que ça veut dire et quels sont les enjeux associés. Puis on va voir pourquoi on voit que c'est un sujet aujourd'hui pour les entreprises et pourquoi c'est un enjeu important de s'y mettre dès maintenant. Et ensuite, on va voir en quoi l'économie circulaire permet de réduire l'empreinte carbone d'une entreprise, vu que toutes les entreprises sont en train de mettre en place des démarches pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, de gré ou on va dire de force, parce que c'est demandé par un peu tout le monde. Euh, Première partie sur la définition de ce qu'est l'économie circulaire. Là-dessus, je laisse Kevin de Circulaire nous expliquer les principaux concepts. Super. Merci, Laurent. Peut-être avant de commencer à parler d'économie circulaire, je vais peut-être prendre le problème dans l'autre sens. Je vais vous parler de l'économie dans laquelle on se trouve actuellement majoritairement. Plus de 90%, selon des rapports de Circular Economy notamment. On parle d'économie linéaire. L'économie linéaire, donc, c'est basé sur trois principales étapes si on simplifie la différentes chaînes de valeur. On commence par extraire les ressources, puis on les consomme et enfin on les jette, assez simplement. Je souhaitais commencer par ça parce qu'on ne se rend pas forcément compte. Il y a différents. Alors, je vais vous partager un chiffre qui va être assez simple à retenir. Dans un premier temps, 2,8. D'ailleurs, je vais essayer de poser la question, voir s'il y a quelques réponses dans le chat. Est-ce que vous pouvez vous deviner ce à quoi correspond 2,8 si on parle d'extraction de ressources? Ah, je vois un nom qui m'est familier dans le chat qui donne quelques réponses. 2,8 planètes, Fabien Cross qui donne cette première réponse. 2,8 planètes, c'est le nombre de planètes qu'il faudrait en termes de ressources naturelles si toute la Terre consommait comme des Français. Alors, je dis bien comme la France parce qu'en moyenne dans le monde, sinon ce serait 1,8 planètes qu'il faudrait. Ça ferait que fin juillet, on aurait consommé toutes les ressources mises à disposition par an. Et si c'était le Qatar, ce serait plutôt à 9 planètes. Là, début février, on serait déjà à court de ressources naturelles. Le 2,8, je propose que que vous gardiez bien en tête parce que c'est aussi un chiffre clé en termes de la fin de vie des ressources. Là, ici, on s'intéresse en particulier à la multiplication de la quantité de déchets plastiques qui seraient produits d'ici 2060. Donc, c'est-à-dire dans les moins de 40 prochaines années, la production de déchets plastiques qui est déjà suffisamment grande pour faire parler les journaux de la communication, des journaux généralistes, pourrait continuer à augmenter, d'après des rapports de l'OCDE notamment. Ça représente notamment, pour vous donner un comparatif,
À échelle individuelle, en France, chaque personne se déplace chaque jour avec un bagage de 10 kilos de déchets. Si on devait transporter ça sur le dos, ça ferait pas mal de scoliose en plus, je pense. Alors c'est beaucoup de déchets de BTP et d'infrastructures, mais aussi des déchets économiques et des déchets ménagers. Je vous ai parlé du coup de ce modèle linéaire, un petit peu de représentation analytique. Ce modèle linéaire, on peut le représenter un petit peu dans le temps, cette chaîne de valeur et la valeur que l'on apporte du coup à cette économie. Donc on commence par tout ce qui est être de l'amont, donc de la conception de la conception, de l'assemblage, de l'industrialisation. On peut avancer un peu, ouais, effectivement. Toute cette façon de créer la valeur pour pouvoir la distribuer in fine au consommateur. Ce consommateur qui peut être soit B2C ou en B2B va l'utiliser en général sur une période de temps qui va être assez restreinte pour la majeure partie des produits, en tout cas aujourd'hui, et pour l'exercice à titre de comparaison. Et ensuite, la valeur de ce produit vient dégringoler, on perd de la valeur. Là, c'est au fur et à mesure de l'usage aussi où finalement, de façon générale, les produits arrivent in fine au statut de déchet. Et là, on est même parfois à payer pour pouvoir voir ces déchets être traités. Face à ça, du coup, on parle ici d'économie circulaire aujourd'hui. L'économie circulaire, on la définit en tant que modèle économique qui cherche à préserver les ressources naturelles que l'on aura extraites, maximiser la valeur économique que l'on tire, économique et sociale que l'on tire de ces ressources, et in fine, imaginer un monde où on aura éliminé la notion de déchet. Parce que finalement, une ressource qu'on aura extraite, elle pourra être utilisée, réutilisée, réemployée à plusieurs étapes de différents cycles de vie. Je vais reprendre la modélisation qu'on a partagée un peu plus tôt. Donc, on a dans un modèle circulaire, on a toujours cette phase de pré-usage où on est là à construire, à créer la valeur en question. Les différents modèles d'économie circulaire vont commencer à chercher à conserver la valeur que l'on aura créée, maintenir du coup les objets en usage, augmenter la durée de vie en tant qu'usage, enfin au niveau de l'usage. Et enfin, ensuite, au fur et à mesure que ce qui aurait été produit pourrait perdre de la valeur, là, on va essayer de retenir cette valeur à travers le réemploi, la réutilisation, le réconditionnement, le réusinage, la réparation, j'aurais dû le mettre un peu plus tôt. Et dernière boucle que l'on pourra considérer, c'est tout ce qui va être revalorisation de la matière à travers le recyclage notamment. Ça, c'est des concepts qui sont en cours de définition, notamment à travers les travaux des normes ISO sur la norme 59004, travaux qui sont en cours, qui devraient aboutir début 2024. Parfait. Merci Kevin pour le fait de poser ces concepts. Donc on voit qu'en fait, quand on parle de circularité, on parle parfois des 4 R, emploi, recyclage, etc. Donc c'est vraiment un changement de vision de sa chaîne de valeur qui arrête d'être linéaire. Donc ça peut paraître assez théorique. On voit qu'en fait aujourd'hui c'est une vraie réalité pour les entreprises. Donc, pourquoi aujourd'hui on voit que les entreprises se mettent sérieusement sur le sujet de la circularité. Donc il y a plein de raisons. Donc il y a des raisons réglementaires, de demande client, des sujets de criticité sur de l'accès aux matières premières, etc. Donc on a essayé de faire un peu le tour d'horizon de pourquoi il faut s'y mettre dès maintenant. Kevin, peut-être que toi, tu peux nous présenter quelles sont les principales raisons que tu vois, notamment chez vos clients, Ouais. pour passer le pas. Le premier critère que l'on voit qui permet aussi de motiver les acteurs économiques, forcément, c'est tout ce qui va concerner les activités, le business as usual, euh, les bénéfices et les risques économiques qui poussent vers l'économie circulaire. Alors par risque, on a surtout les risques d'approvisionnement. On a pu voir ça notamment sur les dernières années, il y a des risques qui poussent vers des modèles davantage résilients, et l'économie circulaire est un facteur par rapport à ça.
Différents rapports aussi qui montrent que l'adoption de ces modèles plus résilients permettent aussi de gagner la confiance des investisseurs, d'avoir du coup des valorisations qui pourraient être à la hausse. Donc là, si je parle plutôt sur l'aspect financier. Et enfin, in fine, on le retrouve aussi sur le côté finance directe de l'entreprise, opérationnellement, sur des EBITDA qui, sur le moyen long terme, permettent de dégager davantage de marge. Donc, économiquement, c'est forcément un modèle qui attire et qui motive les entreprises. Ensuite, donc j'ai commencé à parler aussi d'EBITDA, c'est tout de suite, on commence de plus en plus en tout cas à voir des consommateurs. Alors là, on pourra prendre un exemple sur le B2C, mais c'est aussi le cas en B2B, des clients qui vont chercher davantage d'engagement des marques auprès de qui ils vont acheter, des fournisseurs auprès de qui ils vont acheter. Et ces engagements qui sont notamment sur le développement durable de façon générale, mais de plus en plus aussi sur l'économie circulaire. Je pourrais revenir dessus, mais le secteur public n'est pas en arrière aussi par rapport à ça, avec des critères d'achat issus de l'économie circulaire, avec des seuils à respecter. Et ça, c'est le cas sur le secteur public, c'est aussi le cas de plus en plus dans les entreprises privées. Euh, si on tourne la page, un facteur que l'on voit de plus en plus naissant, c'est aussi la mobilisation des talents. Il y a quelques années, il y a eu une mobilisation importante des diplômés des grandes écoles françaises qui, qui ont qui ont affirmé la volonté de s'engager auprès d'entreprises qui se mobilisaient pour l'environnement, de refuser de travailler de plus en plus pour les entreprises qui ne font rien. C'est un vrai critère d'attractivité désormais, de montrer l'engagement des entreprises. Alors plus de façon générale sur la RSE que l'économie circulaire. L'économie circulaire, là, je le vois plutôt comme une brique de la RSE qui va attirer les talents. Mais c'est quelque chose qui n'est pas négligeable sur un marché du travail dont la tension est de plus en plus croissante. Et à ça, je peux ajouter que l'économie circulaire en particulier, c'est un facteur qui est c'est un domaine qui va être créatif en termes d'emploi. Donc de plus en plus de talents qui vont pouvoir être embauchés sur ces secteurs. À titre de comparaison, sur un déchet, sur une valorisation de déchets où il faudrait un ETP pour enfouir, pour l'enfouissement d'un déchet, on peut comparer à plusieurs centaines de TP lorsqu'on veut s'engager pour la même quantité sur du réemploi des matériels qui ont été produits. Et si on continue, je commençais à parler des achats publics. Là, forcément, on touche au sujet de réglementation. La réglementation, c'est quelque chose qui vient de plus en plus pousser les entreprises à s'engager. On avait la loi AGEC notamment qui avait été publiée, dont les décrets sortent au fur et à mesure depuis, qui vient définir vraiment le cadre en France sur l'économie circulaire. Mais c'est aussi un cadre réglementaire qui se renforce de plus en plus avec plus récemment, la loi climat et résilience qui vient aussi ajouter au décret qui se publie progressivement. Aujourd'hui, la plupart des entreprises sont contraintes d'une façon ou d'une autre par des décrets ou par des différentes caractéristiques de la loi AGEC. Il y a les filières REP qui viennent s'imposer aux différents secteurs d'activité. Il y a la CSRD qui vient aussi s'imposer aux entreprises progressivement en fonction de leur taille. Donc c'est quelque chose aux côtés duquel ne peut pas passer à côté. Ouais, on peut passer à côté forcément. Mais pour moi, c'est pas un sujet uniquement de compliance pour les entreprises. Il faut qu'elles arrivent à passer au-delà de la compliance et finalement être en avance par rapport à tout ça. C'est ça qui vient du coup leur permettre de dégager, de se démarquer, notamment par rapport aux facteurs qu'on a pu mentionner plus tôt. Et enfin, si on prend le dernier driver qui pousse à l'économie circulaire,
Donc Laurent, toi, tu es expert des sujets de carbone, de changement climatique notamment. Il y a quelques semaines, dernier rapport de la Climate Resilience Center de Stockholm qui a été publié. Donc là, je parle ici des frontières planétaires qui évaluent du coup le risque de nos sociétés sur 9 dimensions en termes d'environnement. Le changement climatique, là, on est assez certain que on est au-delà du fonctionnement sûr. Mais sur le dernier rapport, on passe aujourd'hui à 6 des frontières qui ont été franchies. Donc, on voit qu'aujourd'hui, notre société a un impact négatif assez significatif et qu'on a finalement beaucoup à faire pour résorber l'ensemble de ces impacts-là. Travaux qui sont passionnants, je conseille vraiment de s'y plonger. Et ce qui est intéressant quand on met en regard le sujet, bah, justement, juste réchauffement climatique, et donc au niveau des entreprises, on parle souvent de bilan carbone, et ce sujet de circularité, c'est que non seulement tous les, on va dire, les drivers ou les raisons de s'y mettre sont vraiment en miroir, on s'en est rendu compte quand on a préparé le webinaire, il y a des sujets, ben, des investisseurs qui commencent à demander des comptes, des réglementations qui bougent. En B2B, ça commence à être dans les appels d'offres, ces sujets. En B2C, il y a un gros sujet de sensibilité et enfin de sensibilité consommateur, ça devient un critère d'achat. Et enfin, il y a le sujet de la marque employeur pour l'attractivité de son entreprise et pour garder la motivation en interne. On voit que les raisons de s'y mettre sont vraiment, vraiment miroirs. Et ce qui est également intéressant, c'est que nous, on le voit bien côté Axio Bilan Carbone, si on prend juste le sujet par la lorgnette du climat et qu'on pense pas de manière plus générale à OK, c'est comment on fait pour avoir une chaîne de valeur qui reboucle, comment on fait pour travailler différemment et faire évoluer son business model. En fait, vu le niveau de réduction juste sur cette dimension climat, je ne parle même pas des autres dimensions, on ne peut pas y arriver sans avoir, sans repenser son modèle d'affaires, parler avec ses clients, parler à ses fournisseurs et voir comment on peut modifier sa manière de travailler. Sinon, la marche est juste trop haute pour arriver à, par rapport à ce que demandent les accords de Paris ou ce que nous disent les scientifiques sur les autres limites planétaires. Ouais, ce qui amène un peu la partie suivante, c'est comment on peut réduire son empreinte carbone, justement en favorisant la circularité, en profitant de ces nouveaux concepts et de cette nouvelle manière de travailler. On a voulu le décliner avec surtout des exemples. On a un peu quatre parties ici qui sont un peu comme une analyse de cycle de vie. C'est un peu différentes étapes. Il y a un peu la partie approvisionnement durable, qui est une manière de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et donc là, on parle à la fois des produits qu'on achète et des émissions liées au transport pour les amener. On va parler de sensibiliser les consommateurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on n'explique pas pourquoi on travaille différemment et on propose des produits différents, ça va être très compliqué d'embarquer ses clients et on ne peut pas faire sans. Il y a le sujet de la fin de vie. Les produits, on a beau créer de la circularité, il y a un moment où se pose la question de qu'est-ce qu'on en fait, quels sont les leviers d'action. Et on va faire un petit détour sur les sujets des émissions évitées et de la neutralité carbone. On voit que tous ces efforts qu'on peut mettre en place pour de la circularité, du réemploi, de la seconde main, c'est des choses qu'on peut également valoriser quand on compte les émissions de gaz à effet de serre avec ce concept d'émissions évitées. Voilà pour poser le cadre. Si on parle approvisionnement durable plus en détail, Kevin, je te laisse peut-être parler de l'exemple d'Ecosem. Ouais, très bien. Alors pour remettre en contexte, un peu plus tôt d'ailleurs, je vous disais que chacun se balade chaque jour avec un sac à dos de 10 kilos de déchets, beaucoup étant majoritairement du déchet de BTP et d'infrastructure. C'est un secteur qui a une empreinte carbone assez significative. Ça, je pense que l'ensemble, qu'on sera tous autour de la table d'accord pour le dire. Notamment, le secteur du BTP utilise une matière qui est prépondérante, qui est celle du béton. Le béton, c'est essentiellement fait à partir de ciment. Et la plupart des ciments sont très émissifs en termes de carbone dans leur procédé de fabrication. Ecosem
Ecosem, c'est une entreprise qui notamment est ici installée à Dunkerque, qui a voulu apporter une solution au ciment pour produire du ciment bas carbone. Et pourquoi je parle d'ici sous le prisme de l'économie circulaire? Notamment parce que pour pouvoir le faire, Ecosem a besoin de différents intrants pour produire son ciment bas carbone. Le premier, c'est du laitier de sidérurgie qui vient remplacer différents ingrédients qui sont initialement très intensifs en carbone dans le ciment conventionnel. Et ce laitier de sidérurgie, en fait, c'est un coproduit d'une usine qui est juste à côté, une usine de ArcelorMittal, qui a notamment des hauts fourneaux et dont les procédés rejettent un laitier qui n'est pas utile à ArcelorMittal, qui pourrait être traité par ailleurs en déchets, à titre de déchets. Il y a vraiment moins d'1 kilomètre entre l'usine d'ArcelorMittal et l'usine d'Ecosem. J'ai pu y mettre les pieds il y a quelques semaines. Et Ecosem vient directement du coup récupérer d'une part le laitier des hauts fourneaux d'ArcelorMittal, d'autre part la chaleur résiduelle des fourneaux d'ArcelorMittal. Donc là, on a différents flux de matériaux et d'énergie qui sont réutilisés pour pouvoir produire finalement son ciment bas carbone qui servira finalement aux acteurs de l'industrie du BTP à produire du coup des bâtiments en réduisant leur impact carbone via une initiative de l'économie circulaire. Euh, pour vous donner quelques chiffres, Ecosem a pour objectif d'avoir un ciment qui soit entre moins 50 et moins 70% émissif en gaz à effet de serre par rapport au ciment conventionnel. Et aujourd'hui, peut avoir un bilan annuel, si je me trompe pas, alors, je sais plus si c'est annuel, mais pour 20 millions de tonnes de ciment, ils ont réussi à mesurer 16 millions de tonnes de CO2 qui ont pu être évitées sur leur procédé. Et pour ceux qui ne sont pas familiers du secteur fabuleux du ciment et du béton, le ciment et le béton, c'est 5% des émissions dans le monde. Donc c'est plus que l'aviation. Enfin, ça dépend comment on compte l'aviation. Je passe les détails, mais donc c'est vraiment un des secteurs les plus émissifs et qui est compliqué à décarboner parce que la technologie classique, si on n'utilise pas du laitier, non seulement il faut chauffer avec en général du gaz, et en plus la réaction chimique qui fabrique du ciment émet elle-même du CO2. Donc c'est vraiment un secteur où on a besoin d'innovation et où le laitier est vraiment une solution qui est vraiment top, parce que c'est des réductions de 50 à 75%, c'est extrêmement difficile sur ce type d'activité d'infrastructure. Ce qu'on voit, c'est que là, on a un cas où on a des acteurs avec des innovations, des gros investissements, des CAPEX, et donc on peut colocaliser, mettre à côté deux outils de production complémentaires. Euh, donc ça renvoie à l'idée de parc industriel et d'économie circulaire où les déchets à la sortie d'une usine sont l'intrant du suivant. On n'a pas ça dans certains secteurs. Ça peut être plus compliqué de faire rencontrer l'offre et la demande et les déchets des uns qui peuvent être le nouveau produit des autres. Enfin, même s'il ne faudrait pas vraiment dire déchets, c'est plutôt une ressource. Et c'est là où en fait on voit un univers qui se développe avec des marketplaces pour fluidifier les échanges entre les acteurs. Et c'est justement ce que va nous expliquer Maxime avec Woodigo. Oui, alors dans la droite ligne de ce qui vient d'être expliqué, en fait, nous, on est, en fait, comme je disais, une marketplace spécialisée dans le réemploi de mobilier de bureau. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le réemploi, c'est la partie la plus facile de l'économie circulaire. C'est celle aussi qui est la plus vertueuse en termes d'écologie, puisqu'en fait, il s'agit juste de reprendre des produits qui existent déjà et de leur donner une deuxième vie. Et lorsque je me suis lancé dans cette aventure, je m'étais rendu compte que chaque fois que mon entreprise déménageait, je travaillais dans un grand groupe avant, on mettait à la benne la quasi-totalité du mobilier de bureau et qui finissait souvent incinéré ou en décharge. Et c'était une pratique extrêmement courante dans la vie des entreprises. Vous avez parfois des immeubles entiers qui étaient vidés et dont le mobilier terminait à la benne. Donc c'est pour ça que nous, on a lancé cette offre-là autour du mobilier de bureau de seconde main,
qui a l'avantage à la fois d'être extrêmement écologique, d'être souvent aussi beaucoup moins cher que le mobilier neuf. Et du coup, on a développé cette marketplace afin de faciliter vraiment l'achat du mobilier de seconde main. Un des problèmes aujourd'hui sur le développement de l'économie circulaire et du réemploi, c'est qu'il n'y a pas forcément suffisamment d'offres. Il n'y a pas forcément, c'est difficile de trouver au même endroit tous les produits dont on a besoin. Donc, c'est pour ça que nous, on a lancé ce concept. Si tu passes sur la slide d'après. Donc, nous, on propose principalement du mobilier de seconde main. On propose aussi du mobilier neuf qui est éco-conçu et made in France. Nous, notre philosophie, c'est pas de dire, il faut que tous les aménagements, tous les bureaux soient 100% avec du reconditionné. C'est pas facile à faire. Il n'y a pas forcément toujours tous les produits qu'on souhaite qui sont disponibles en reconditionné. Donc, l'idée, c'est pas forcément 100% de reconditionner dans un espace de travail, mais par contre, c'est dans 100% des projets de mettre un peu ou beaucoup de reconditionné, 30, 40, 60%, et puis de compléter avec du mobilier qui a été fabriqué dans des idéalement éco-conçus, en tout cas fabriqué en France, avec donc un impact qui est le plus limité possible. Si tu vas sur la slide d'après, donc nous, on s'efforce de vraiment avoir une offre qui soit la plus complète possible. Ce qu'on veut, c'est vraiment casser les idées reçues par rapport à l'occasion et à la seconde main. Donc, c'est pas forcément en mauvais état, c'est pas forcément des petites quantités ou du dépareillé. Nous, vous voyez, on a plus de 7000 meubles qui sont en permanence dans notre catalogue de meubles de seconde main. C'est pas forcément vieillot et on n'est pas forcément obligé de l'acheter sur le bon coin, de payer en liquide, d'aller le chercher sur une aire d'autoroute le week-end. Nous, notre idée, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte que le mobilier d'occasion soit aussi simple à acheter que du mobilier neuf. Donc, on travaille, on a plusieurs sources pour être sûr d'avoir toujours beaucoup de mobilier reconditionné à proposer. Nous-mêmes, on a une activité en direct, donc on rachète du mobilier à des grandes entreprises quand elles déménagent, on le stocke, on le reconditionne et on le revend. On travaille avec d'autres marchands qui font la même chose que nous un peu partout en France. Donc, on a plus d'une cinquantaine de marchands qui mettent leur mobilier sur notre plateforme et qui proposent ainsi leurs produits et nous permettent d'élargir leur catalogue. Et ce qu'on fait de plus en plus, c'est qu'on travaille aussi avec des marques de mobilier neuf qui développent une offre de reconditionné. Par exemple, quand ils reprennent les produits, par exemple, quand ils ont des retours de commandes, etc. Et donc, ils se mettent dans cette logique. Après, ils veulent pas forcément cannibaliser leur circuit habituel de distribution. Et donc, ils passent par notre marketplace. Donc, on a comme ça des fabricants de chaises, des fabricants de cabines téléphoniques pour Open Space qui proposent leurs produits qu'ils ont reconditionnés eux-mêmes sur notre plateforme. Et donc, ce qu'on a voulu à travers ces deux exemples, c'est montrer que, en fait, quand on parle d'économie circulaire, donc ça peut s'appliquer sur des gros projets d'infrastructure ou sur quelque chose de beaucoup plus granulaire et dispersé dans l'espace, avec comme par exemple des meubles de bureau. Quand on voit ce genre d'innovation et de proposition de valeur, on se dit que normalement ça devrait marcher. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait plus tôt, etc. Il y a quand même un vrai sujet, c'est que il y a un enjeu de sensibiliser les consommateurs pour arriver à faire évoluer des modes de consommation. On a quand même, on est tous avec beaucoup de réflexes et d'habitudes dans nos modes de consommation. Et les produits qu'on nous propose reflètent justement ces habitudes. Donc il y a un enjeu de comment on engage la discussion avec les consommateurs pour ensemble arriver à réduire l'empreinte et avoir un mode de vie qui soit plus sobre, car s'appuyant sur des produits qui sont plus circulaires. Là-dessus, il y a pas mal d'exemples intéressants. Il y a un exemple qu'on trouve très bien d'une entreprise assez pionnière qui est celui de Decathlon. Kevin, je te laisse peut-être élaborer sur Ouais. ce que fait Decathlon. Bien sûr. Effectivement, les questions que tu poses, comment est-ce que j'arrive à embarquer mon consommateur, c'est notamment une question qu'on s'est beaucoup posée avec les équipes de Decathlon.
Pour rappel, alors Decathlon a vraiment une mission que les équipiers de Decathlon se donnent vraiment cette mission de rendre le sport accessible au plus grand nombre. Alors si on prend cette mission comme ça, on peut se donner l'impression que on s'oriente vers du mass market, de l'équipement sportif, ce qui va totalement à l'encontre finalement des enjeux environnementaux. Donc c'était vraiment un défi à la fois sur différents plans, sur le plan ingénierie, sur le plan business model, économique et sociétal aussi, qui se présentait face à nous et aux équipes de Decathlon. Et on a voulu du coup trouver une réponse qui est alliée à la fois la volonté de Decathlon de rendre le sport accessible à tous et éviter tout ce qui pouvait être risque de mass market tout en capitalisant finalement sur la force et ce qui fait de Decathlon ce qu'il est aujourd'hui. Donc, on a réfléchi ensemble justement à la mise en place de modèles d'affaires qui pourraient être plus circulaires. C'est passé par de la sensibilisation des équipes, beaucoup d'idéation, de la modélisation de quels pourraient être les scénarios qui seraient euh, les plus probables de fonctionner. Et je pense que chacun a pu chacun, en tout cas ceux qui suivent un peu les activités de Decathlon, soit étant pratiquants, soit parce que le secteur peut vous intéresser ou autre. Mais ils ont lancé cet été notamment ce qui a été offre d'abonnement de réparation aussi. Très concrètement, si moi je suis surfeur débutant, je ne sais pas aujourd'hui quel plan je devrais avoir. Peut-être que ma pratique peut évoluer dans le temps parce qu'aujourd'hui, je pense que j'ai envie de faire tel type de surf et demain sera peut-être un surf différent. Decathlon va m'accompagner en me prêtant une planche qui correspond à ma pratique de débutant, qui pourra changer dans le temps potentiellement. Et disons si dans 1 an, 2 ans, je commence vraiment à être bien à l'aise, à vouloir changer de pratique, prendre des pratiques qui vont être plus engagées, là, Decathlon va continuer à m'accompagner et me fournir une planche qui sera toujours adéquate finalement à ma nouvelle pratique. Ça, c'est du point de vue consommateur, donc j'ai vraiment une proposition de valeur qui est intéressante pour moi. Vis-à-vis de Decathlon, c'est aussi intéressant d'un point de vue économique parce que finalement, en termes des nombres de planches que j'aurais produites, je vais potentiellement pouvoir diminuer le nombre de planches parce que finalement, pour chacune des planches, elle aura maximisé son utilité en adressant pour une planche de débutant plusieurs débutants dans leurs différentes histoires et ensuite pour les pratiques qui vont être plus spécialisées, j'aurais adressé les pratiquants au bon moment de leur développement et ainsi finalement diminuer l'empreinte de ma production globalement. À ça, on aura aussi le développement des services de réparation qui sont nécessaires finalement à ces modèles d'affaires. Mais c'est aussi l'embarquement de l'ensemble des équipes de Decathlon et de leurs compétences aussi euh, qui se développent. C'est aussi une façon pour Decathlon et pour l'économie de façon générale de relocaliser une partie des compétences qu'on a eu tendance à perdre sur les décennies précédentes. Et aujourd'hui, un moyen aussi finalement d'économiser les ressources, de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et on peut, ce qui est intéressant avec cet exemple, c'est c'est une très bonne illustration de ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire on arrête de penser produit, mais plutôt fonction et service, et on change la question de qui doit être propriétaire du produit versus qui en est son bénéficiaire. Donc c'est le principe de la location, mais qu'on peut étendre à énormément de services. Un autre exemple qu'on n'a pas mis dans la présentation, mais qu'on peut citer à la volée, sur tout ce qui se développe sur les mobilités douces. On a par exemple travaillé pour un acteur qui s'appelle Z-Way, qui fait des scooters électriques où on peut échanger les batteries. La propriété de la batterie électrique, qui est ce qui est le plus cher, va pas être chez la personne qui utilise un scooter comme ça en location, elle va rester chez Z-Way, tout comme quand on est chez Cityscoot, pour citer un autre acteur, la batterie va être chez Cityscoot. Et ce que ça veut dire, c'est que l'intérêt économique du propriétaire de la batterie, qui est un acteur B2B, expert de son métier, ça va être d'avoir des batteries qui durent le plus longtemps, qu'on puisse réparer, versus quand c'est un particulier qui achète, en fait, il va
potentiellement se dire, j'ai pas le budget pour prendre une batterie avec les dernières innovations en termes de chimie des batteries, et donc elle va se décharger plus vite et on la mettra à la poubelle dans 5 ans et c'est pas grave. En fait, le changement de qui porte le CAPEX, qui porte les investissements, qui porte la propriété du produit, et le fait que ce soit cette personne qui a également la logique d'éco-conception et qui se rémunère dans la durée, c'est ça qui permet d'aligner tous les intérêts entre la planète, les consommateurs et les entreprises. On a un autre exemple avec Goodigo qui va nous expliquer concrètement comment ils ont mis en place un projet d'économie circulaire et de déploiement de mobilier chez un de leurs clients. Oui, alors ça c'était c'est un projet qu'on a fini au premier trimestre de cette année. C'était une entreprise Bayware qui est spécialisée dans les énergies renouvelables. En fait, pour le réemploi, je dirais, c'est pas la modalité de l'économie circulaire qui est la plus compliquée. Et sur la partie immobilier, c'est assez facile de choisir de la deuxième main. C'est pas aussi contraignant que de revoir tout son process de production pour s'adapter à l'économie circulaire. Là, faire le choix pour ses bureaux, d'avoir plutôt des bureaux de deuxième main, c'est un premier pas dans l'économie circulaire qui est relativement facile. Pour autant, ce qui est important, c'est d'être capable d'anticiper et être capable aussi de savoir un peu adapter sa demande en fonction des stocks disponibles. Nous, souvent, quand on travaille, que ce soit on travaille en direct avec des entreprises ou via des architectes, euh, on, on, on dit toujours qu'il ne faut pas se dire je veux absolument une table qui soit avec un piétement très précis ou bien des caissons avec un nombre de tiroirs complètement arrêté, parce que vous êtes contraint en réemploi par l'offre qui est disponible, ce qui n'empêche pas de faire énormément de choses. Et nous, on a des quantités, on a des grandes séries de mobilier, on peut avoir 500 chaises identiques, 500 bureaux identiques, etc. Donc ça permet quand même de travailler. Mais voilà, mais il faut se dire que sur un certain nombre de détails, il faut être capable d'être relativement flexible et pas trop. D'où l'intérêt aussi de prévoir en amont, parce que si vous avez fait tout un aménagement uniquement, par exemple, avec des bureaux qui sont prévus d'une certaine couleur, si vous les cherchez en seconde main, il y a un risque pas négligeable que vous ne trouviez pas forcément la même couleur, la couleur que vous espérez ou la forme précise que vous voulez, etc. Donc, nous, on a travaillé en amont avec les salariés, avec les office managers qui travaillaient sur ce projet pour définir ça. Du coup, ça nous a permis de trouver tout ce qu'on voulait en reconditionné. Là, sur ce que vous voyez, à peu près tout est en reconditionné, les benches, les chaises, les armoires. Il n'y a que le ballon qui est au premier plan, là, qui est du neuf fabriqué en Europe. Dans cet aménagement, on a fait la logique de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire mélanger de la seconde main et du neuf éco-conçu, parce qu'il y avait certaines choses qu'ils voulaient, par exemple dans les salles de réunion ou dans les salles de détente, avoir des choses qui étaient un peu à leur couleur, etc. Donc là-dessus, c'était quasi forcément du neuf. On a même poussé les choses plus loin puisque nous, on a aussi une offre d'accompagnement sur la partie décoration, aménagement d'intérieur. Et donc, le choix des papiers peints, c'est du papier peint en circuit court qui a été fabriqué dans le 18e arrondissement de Paris. Pour la peinture, on a pris la peinture Circouleur, qui là aussi est une start-up qui est dans l'économie circulaire et réutilise de la peinture pour en faire des nouvelles. Donc voilà, donc on a vraiment pu, en travaillant en amont, en plus en associant les salariés, on a pu aller très loin dans l'éco-conception de cet aménagement. Et on voit que ça rend quand même plutôt pas mal. Euh, J'avance juste pour essayer qu'on garde du temps pour les questions. Euh, on va parler un peu de la fin de vie et des leviers d'action qui sont possibles. Kevin, je te laisse la main sur ça. Ouais, super, merci. Là, je vais prendre un autre exemple, effectivement, pour continuer avec tout ce diaporama. Euh, sur une mission qu'on a pu faire auprès d'un acteur dans les vins et spiritueux. Et c'est pas parce qu'il est bientôt midi, c'est un peu tôt pour des vins, pour des spiritueux pour l'instant, plutôt pour ce soir. Alors forcément, lorsqu'on parle de vins et spiritueux, c'est des acteurs qui
qui ont entre les mains deux typologies de matériaux, en tout cas dans leur production. D'une part, il y a finalement ces alcools que l'on va pouvoir consommer, et d'autre part, ces bouteilles qui aujourd'hui servent surtout de contenants, beaucoup à usage unique. C'est cette fin de vie qui est de plus en plus que l'on va regarder de plus en plus. Alors on pourrait dire oui, le verre, c'est un matériau qui est plutôt vertueux parce que c'est recyclable à l'infini. Il y a une filière qui est en place, qui fonctionne bien. Chacun a le réflexe de mettre ses bouteilles dans la bonne poubelle. En soi, c'est très bien, on n'est pas au niveau zéro, mais finalement, recycler du verre, c'est très énergivore parce que ce sont des fours que l'on chauffe à plusieurs milliers de degrés pour pouvoir traiter finalement le calcin, qui est du coup cette ressource, donc ce verre, ce résidu, ces résidus de verre, qui sont elles-mêmes une ressource qui n'est pas si abondante que ça, in fine. Aujourd'hui, le calcin, il ne suffit pas, en tout cas, à alimenter la production de verre qui serait nécessaire par rapport à la demande. Donc, il faut réfléchir à une solution qui environnementalement serait plus efficace. Et en soi, ces bouteilles, aujourd'hui, on l'utilise une première fois, elle a eu un premier usage à contenir un alcool. Ces bouteilles pourraient très bien être réutilisées. Alors, on a quelques paramètres parfois de conception à revoir. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ces bouteilles ne sont pas plus réemployées, alors que si on regarde en Alsace, si on regarde dans les pays plus germaniques, ces modèles de consigne pour le réemploi des bouteilles est souvent beaucoup plus développé. Donc, il a fallu réfléchir dans ce cas à comment est-ce qu'on peut remettre en place sur un périmètre national en France cette consigne pour le réemploi des bouteilles. Il y a, comme je le mentionnais, des paramètres techniques de conception de bouteilles à mettre en place. Il y a des paramètres logistiques aussi à mettre en place. Mais finalement, ce qu'on observe, c'est que ce soit sur le plan environnemental ou économique, il y a quelque chose qui n'est pas absurde. Sur le plan environnemental, rapidement, on voit qu'entre recycler du verre et réemployer du verre, même si on met en place toute la chaîne de logistique, des kilomètres à parcourir en camion, tout le système de lavage, environnementalement, on est gagnant à réemployer des bouteilles. À partir de quelques cycles, entre 2 et 4 cycles, la plupart des bouteilles ont un avantage à être réemployées, en décomptant tous les impacts, que ce soit le CO2, l'usage de l'eau, on trouve ce break-even. Ça, du coup, on a pu faire cette démonstration en faisant des ACV. L'ADEME a publié même récemment une ACV générale sur le en faveur du réemploi. Techniquement, on a les infrastructures pour le faire, en tout cas beaucoup qui continuent à se développer. Et on voit que là, c'est un sujet de préférence collective pour un autre modèle. La consigne, ça a existé dans les années 50-60, ça existe aujourd'hui en Allemagne, dans d'autres pays. Donc, c'est juste penser différemment la fin de vie de ces produits et du coup, après, et en parallèle, mettre les infrastructures et la logistique pour qu'on puisse avoir plus de circularité. On a le même sujet de la fin de vie côté Boudigo. Oui, bah, nous, ça ne fonctionne que si on a des entreprises qui acceptent de nous vendre leur mobilier au moment du déménagement. C'est vrai que nous, on est sur un modèle où on a besoin de faire des opérations d'assez grande taille, puisque bah, derrière, il y a énormément de frais logistiques, de camions, de déménageurs qui se déplacent. Donc, c'est compliqué d'envoyer cette logistique-là pour 5 bureaux, 5 chaises. En revanche, nous, on travaille beaucoup oui, avec les grandes entreprises. On fait des grosses opérations. En général, c'est à partir de 50 postes de travail pour être sûr d'avoir un peu de série. C'est quelque chose qu'on fait 2 ou 3 fois par semaine de récupération. Là, vous avez quelques exemples de groupes dans lesquels on est passé. Voilà, c'est ça qui permet derrière ensuite, évidemment, d'alimenter notre marketplace. Donc, on a pu parler de l'approvisionnement, de l'enjeu d'embarquer les consommateurs et de voir quels impacts ça a sur la fin de vie pour en fait pouvoir redonner une seconde vie. Si on réfléchit en termes de carbone et comptabilité carbone, il y a quelques précautions à prendre si on veut
mettre en place ce type de démarche et communiquer dessus. Donc, je vais faire un petit détour pour rappeler ce qu'on entend par la neutralité carbone et ensuite le concept d'émission évitée. Ensuite, on va montrer des exemples de communication cohérente d'un point de vue méthodologique sur ces sujets de circularité. Donc, la neutralité carbone, rapidement, le sujet, c'est qu'on émet plus de gaz à effet de serre que ce que la planète peut absorber, ce qui fait qu'on avait déjà des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. On en a rajouté un certain nombre sur 150 ans, et au rythme où ça va, on a 1,5 degré de réchauffement en 2030, 2 degrés 15 ans plus tard, etc. Donc en gros, il faut, de manière pérenne, réduire les émissions et augmenter le stockage du CO2 par les moyens naturels ou par des technologies si on arrive à les faire. Ce que ça veut dire à la maille d'une entreprise, c'est qu'on peut faire deux choses. On peut réduire ses émissions de gaz à effet de serre, ou on peut aider d'autres entreprises à les réduire. Ça, c'est le sujet de réduction. Et après, on a un sujet d'augmenter les puits de carbone. Si on descend concrètement en termes de ce qu'on suit et les outils qu'il y a derrière, dans le premier cas, pour la réduction de ces émissions, on va physiquement suivre les gaz à effet de serre qui sont émis. On parle d'émissions directes, indirectes, scope 1, 2, 3 sur toute sa chaîne de valeur. Mais on mesure bien des gaz à effet de serre qui n'étaient pas dans l'atmosphère au début de l'année et qui sont à la fin de l'année. Et c'est à ça que sert un bilan carbone pour avoir une mesure de toutes ces émissions sur toute l'année. Si je vais là-bas, de l'autre côté, ici on est sur l'inverse, il y a des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ils vont être stockés de manière pérenne. On plante des arbres, des mangroves, on essaie de faire des technologies pour remettre ça sous le sol, etc. Ce qu'on appelle la contribution carbone. La neutralité carbone, c'est quand au niveau mondial, on aura autant d'émissions chaque année que de CO2 qu'on est capable de stocker, et comme ça, la concentration de gaz à effet de serre augmente plus dans l'atmosphère. Quand on parle de circularité et qu'on se dit on évite de fabriquer un nouveau produit parce qu'on utilise un produit de seconde main, en fait, le produit de seconde main existait déjà, juste on évite la fabrication d'un nouveau produit. Donc, il y a tout un pan de la comptabilité carbone qui a été créé pour suivre ça, ce qu'on appelle les émissions évitées, où en fait, on se compare à un scénario, un monde qui ne s'est pas réalisé. C'est le monde où on est passé par... Il y a le monde d'avant où on achetait des meubles neufs, et il y a le monde de maintenant où on est passé par Blue Digo, par exemple. Donc là, on a évité des émissions. Elles n'ont jamais eu lieu, donc en fait, on ne peut pas les mesurer dans l'atmosphère. Par contre, on peut bien poser le scénario et se dire qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qu'il y aurait eu sans nous, qu'est-ce qu'il y a avec nous, le monde d'aujourd'hui, on travaille de manière plus circulaire, et voir de combien on a évité des émissions. Donc, il n'y a évidemment pas de soustraction qu'on peut faire entre le bilan et ça, et on ne peut pas sommer ces émissions évitées avec la séquestration carbone, parce que c'est physiquement pas la même chose. Là, c'est ajouter de l'atmosphère, là, c'est soutirer de l'atmosphère, là, c'est comparé à un scénario. Un exemple concret d'entreprise qui est dans cette logique, donc c'est une entreprise qui s'appelle Vestiaire Collective, qui est une marketplace de seconde main sur historiquement les habits de luxe, mais qui s'est pas mal élargi. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé à leurs clients, et leurs clients leur disent 80% des produits qu'on achète, ils auraient été déjà achetés en neuf. Simplement, grâce à nous, on a permis d'avoir de la seconde main, du réemploi d'un produit d'occasion. À partir de ça, ce qu'ils ont pu faire comme calcul, c'est de voir que leur entreprise à eux, le fait de faire expédier des produits d'occasion, le fait d'avoir un site internet, un bâtiment, des centaines de salariés, ça émet des gaz à effet de serre. Mais le fait d'éviter les émissions, ça fait 3 fois plus d'émissions évitées que toutes leurs émissions à eux. Donc globalement, plus ils se développent et plus au global, on va éviter des émissions. Donc c'est pertinent pour eux d'augmenter leur activité. Et la manière dont ils présentent ça, c'est dans un axe les émissions de l'entreprise qui vont être amenées à augmenter car c'est une startup qui se développe. Ils font déjà des choses pour essayer de réduire au maximum l'augmentation avec le volume. Énergie renouvelable, avoir du packaging, il y a déjà plus de plastique, l'alléger, essayer de faire un sourcing le plus local possible, c'est un peu les sujets qu'on a pu déjà évoquer. Mais en parallèle, ce qui compte, c'est s'assurer qu'on évite beaucoup plus d'émissions. Donc là, il y en a 3 fois plus qu'ici. Et donc, ils ont tout un chantier de s'assurer qu'on incite les personnes à n'acheter que d'occasion, que ce qu'ils ont vraiment besoin d'acheter, et ne pas générer d'effet rebond, qui est quand même un des gros sujets quand on est sur ces sujets d'économie circulaire ou de seconde main. On a toujours la crainte de créer plus de demandes que ce qu'il y avait avant.
et au final de perdre une bonne partie du bénéfice environnemental. Et c'est un des indicateurs qu'ils suivent dans leur reporting environnemental. Bludigo, il y a les mêmes sujets. Donc je te laisse commenter sur comment vous l'avez calculé, Maxime. Oui, absolument. Alors nous, en B2B, on sait que c'est un élément qui est important pour les entreprises d'avoir des éléments de calcul, des indicateurs et de la quantification. Donc en fait, on a travaillé avec un cabinet qui est spécialisé dans la mesure d'impact qui s'appelle Goodwin Management et on a défini une méthodologie. Donc c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. En fait, on est parti des bases de données de l'ADEME et d'un éco-organisme qui s'appelle Ecobois. Donc on sait à peu près ce que représente la production d'une chaise, d'un bureau en fonction de sa composition en matière. Et donc là, ce qu'on propose aux entreprises, c'est de leur calculer si jamais elles ont acheté du mobilier reconditionné, ben on leur dit ce que ça représente comme matières premières qui n'ont pas été extraites et du coup, ce que ça représente en termes de CO2 évité. Et pour les entreprises qui nous vendent du mobilier, pareil, on leur donne le certificat où là, on leur indique la quantité de déchets qui a été évitée et là aussi l'équivalent CO2. Et sur ces exemples, on va prendre des questions. Il nous reste un petit peu de temps et on peut déborder si besoin. Je vois qu'on avait quelques petites questions posées. Oui, exemple de Michelin sur les locations des pneus, c'est un des exemples connus d'économie de la fonctionnalité. Et, Michelin a intérêt à avoir des pneus qui durent plus longtemps et ça permet de s'assurer qu'on a la qualité de service avec un contrat dans la durée. Et une question de Herbo Ménard. Bonjour, pour une entreprise comme Decathlon qui passe de la vente directe à la fonctionnalité, quels ont été les principaux freins opérationnels à la mise en place de ce modèle? Est-ce qu'une quantification de la réduction a été effectuée sur ce changement de business model? Euh, Euh, je te laisse la prendre, je suis pas sûr d'avoir les éléments. je peux prendre la question. Les questions, du coup, sur l'aspect opérationnel, en fait, sur les questions qu'on s'est posées, on a quand même on a pas mal pris le temps à creuser quels pouvaient être les différents modèles d'économie de la fonctionnalité qu'on pouvait appliquer. Le premier frein qu'on avait rencontré, c'était de se dire que tous les produits de Decathlon ne pouvaient pas s'y prêter. Un produit qui a très peu de valeur intrinsèque aura beaucoup de mal à trouver un modèle sur l'économie de fonctionnalité qui pourra se tenir dans le temps. Ça, c'est une première chose. Très concrètement, une paire de tongs, ça coûte 2 euros. Ça peut coûter 2 euros chez Decathlon. Euh, Peu de chances de pouvoir établir un modèle sur l'économie de la fonctionnalité avec ça. Par ailleurs, il fallait que les produits puissent avoir des paramètres techniques qui seraient prêtés aussi à l'économie de la fonctionnalité. Là, on va chercher des produits qui vont être plus durables dans le temps. Au-delà de la valeur, c'est vraiment cette question de durabilité, cette question aussi de durabilité face à l'usage qu'on en fait. Donc, il y avait plusieurs paramètres, plusieurs freins techniques par rapport aux produits qu'on a rencontrés. Donc, ça nous a permis de choisir les bons produits et derrière aussi de remonter vers la conception des produits tous les exigences qui pourraient être mises en place pour la mise en place de l'économie de la fonctionnalité. Ensuite, c'est une question aussi de mobilisation de l'équipe, de stratégie aussi de l'entreprise. En soi, c'est une entreprise qui s'oriente de plus en plus vers l'économie circulaire, qui a fait des choix en termes d'investissement sur ce genre de projet, sur aussi la mesure des impacts qu'elle voudrait, qu'elle attendait de ces projets-là. Aujourd'hui, Decathlon prend des engagements sur la part de son chiffre d'affaires qui serait issue de l'économie circulaire vis-à-vis de son business model classique. Donc, c'est effectivement des objectifs qui sont quantifiés. À côté de ceci, des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, beaucoup de quantification, ce qui me permet de répondre à la deuxième question, dans ce changement de business model avec des objectifs qui sont établis, une trajectoire qui, je pense, pourrait toujours, dans tous les cas, être plus ambitieuse, mais qui marque en tout cas un engagement qui est réel.
Si je peux me permettre, en fait, Decathlon, c'est aussi un de nos gros clients. Donc, ils poussent la logique aussi dans leurs aménagements de bureaux et on travaille beaucoup avec eux. Je vois qu'il y a une question posée par Kevin Benamou, qui a l'air d'avoir pas mal réfléchi au sujet. Alors, pour les émissions évitées, à mon sens, c'est au niveau macro, donc pas que de l'entreprise. Les émissions ne sont vraiment évitées que si l'entreprise gagne des parts de marché et que le marché n'est pas en croissance. Partagez-vous cette analyse et quels indicateurs sont suivis par les entreprises pour vérifier que les émissions sont vraiment évitées? Alors, sur le premier point, il faudrait que j'y réfléchisse, mais a priori, l'idée, c'est enfin, le point, c'est si un marché, par exemple, le marché du textile fait x5 en France, on peut bien avoir des émissions évitées parce que on fait plus tourner les robes et les chemises, mais au global, on va quand même avoir une augmentation du volume de matière et donc ça reboucle pas. Donc effectivement, il faut sûrement que le marché soit pas en croissance, ou du moins que la croissance du marché soit plus faible que la croissance des acteurs qui proposent du reconditionné de la seconde main de l'occasion. Ce qui signifie que globalement, ils prennent la part dans le marché de ce qui est circulaire par rapport à ce qui est linéaire, augmente, et après, il y a un moment, on atteint forcément une asymptote où certains produits, notamment textiles, étant pas éternels et vont être ensuite sous-cyclés, enfin, vont pas forcément rester à l'infini des chemises de costumes. On va quand même avoir besoin chaque année d'une certaine quantité de matière qu'on réinjecte dans le marché. Mais là, on n'est pas du tout à ce niveau d'équilibre. Donc, globalement, marché qui n'est pas en croissance, je ne sais pas s'il doit être totalement flat ou en croissance faible. En tout cas, pour que les émissions évitées aient du sens, il faut forcément que les acteurs remplacent et fassent l'étude auprès de leurs consommateurs qu'il n'y a pas d'effet rebond. Donc ça, les entreprises avec qui on a pu travailler, une des premières étapes dans l'analyse des émissions évitées, c'est de comprendre le client et de comprendre si on a vraiment de l'effet rebond ou si on évite une consommation. Sans ça, on est incapable de faire le calcul. C'est le premier paramètre qu'il faut absolument vérifier. On peut même se rendre compte parfois qu'il n'y a juste pas d'émission évitée parce qu'on est totalement sur de l'effet rebond, auquel cas, ben, c'est qu'on n'a pas bien conçu son service ou qu'on ne l'a pas bien présenté. Et, je regarde dans l'ordre. Laureline Foll, existe-t-il une méthodologie pour les entreprises qui font à la fois un modèle linéaire et des modèles circulaires pour calculer les effets des business models circulaires sur le pilier de réduction et sur le pilier évitement? Et comment prendre des décisions stratégiques avec ces deux mesures? Alors, question compliquée. Le sujet, c'est qu'il y a c'est un peu un sujet de cannibalisation ou de business unit un peu concurrente ou l'une qui remplace l'autre qu'on a dans plein d'autres secteurs. J'ai de la pub papier et de la pub digitale. L'une risque de manger l'autre. Donc, en termes de stratégie d'entreprise, il y a un sujet de suivre les deux et anticiper que l'un risque de manger l'autre en termes de volume. Ça ne veut pas dire qu'en termes de valeur, on va y perdre, parce que c'est ce qu'on a vu avec les services de réparation, avec le fait que le panier moyen dans la durée de vie du client peut augmenter. Il y a un sujet à regarder dans cette stratégie de si on réduit les impacts, est-ce qu'on ne réduit pas trop l'activité économique et on détruit l'entreprise au passage? Ou si c'est le cas, dans ce cas, il faut se poser une question à long terme de c'est quoi la taille cible de l'entreprise dans une économie qui soit vraiment plus circulaire. Sachant que c'était le propos de Kevin, c'est assez intensif en emploi de faire et en emploi locaux notamment, de faire un modèle plus circulaire. Donc, ça peut quand même être une bonne nouvelle pour l'emploi et pour les entreprises de faire cette bascule-là. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut mesurer son bilan carbone Scope 1, 2, 3 chaque année, mesurer chaque année également l'évitement. Et si on a des activités un peu historiques et des activités plus circulaires, en fait, on a intérêt à avoir un reporting de son impact carbone et de ses évitements qui soient sur les deux piliers. Potentiellement, il n'y a pas d'évitement sur le pilier historique, mais on le mesure sur le nouveau pilier et on a l'empreinte carbone du pilier historique et du pilier qui est dans le nouveau monde circulaire. Typiquement, sinon, on n'arrivera pas à suivre les impacts. On ne peut pas juste avoir un bilan global de l'entreprise. Il faut forcément le séparer à la maille produit, à la maille activité, ancienne, nouvelle. Sinon, ça va pas être un outil facile de pilotage.
Oui. Question intéressante, mais pas évidente, donc merci pour ces questions. Euh, je regarde la suivante. Quels sont les freins en France pour la remise en place de la consigne dans l'agroalimentaire en France? Comportement, système, système légal, économie. Je ne sais pas si Kevin, tu es plus familier que moi sur le sujet. Euh, alors sur voilà, donc la question de Thierry, Oui, pardon. euh, c'est ça. Donc il y a tout d'abord il y a une question de culture où effectivement en France on a collectivement fait le choix de passer sur de l'usage unique parce que c'était plus simple, parce que euh, on a aussi l'influence en quelque sorte de l'industrie qui permet justement de se simplifier la vie avec du jetable. On se simplifie où on n'a pas à retourner des emballages. Ça, c'est une première chose. Là où en Allemagne, finalement, il y a culturellement une conservation de de ce comportement-là. Je voudrais clarifier un point aussi par rapport à la question qui justement braque un peu, en tout cas dans les débats publics, sur la question de la consigne. Euh, Concrètement, la consigne en soi, c'est simplement le mécanisme financier de récompense pour un retour d'un emballage. Derrière, là où le débat est aussi important, c'est qu'est-ce qu'on fait finalement de cet emballage une fois qu'il est retourné. Euh, Ce à quoi beaucoup vont s'opposer, en tout cas ceux qui sont engagés sur les sujets environnementaux, c'est face à la consigne pour le recyclage. Donc une fois que j'ai récupéré ma bouteille, la mettre au recyclage, ça va pas m'apporter grand-chose par rapport au consommateur qui lui l'aura directement remis au recyclage. Par contre, là où il y a un intérêt environnemental plus important, c'est de mettre en place ce système de consigne pour derrière réemployer les contenants. C'est là où aujourd'hui, il y a une nécessité finalement davantage d'investissement, davantage de cadres qui permet aussi à encourager des expérimentations sur le plan à la fois réglementaire et sur l'ensemble du cadre sur la sphère économique aussi. Il y a de plus en plus de facilité à expérimenter. Il y a des acteurs qui viennent se spécialiser à apporter des solutions techniques aussi. Donc, je pense que c'est globalement sur la bonne voie. Il faut faire attention effectivement à ce à quoi va servir la consigne. Je pense que c'est là le petit point d'attention. Si, euh, je regarde, on a encore à minima deux questions. Je pense qu'on a le temps de traiter, on déborde un peu, mais c'est enregistré. Comment éviter l'effet rebond à l'échelle d'une entreprise? Question de Romain. Euh, et comment le mesurer? Le comment le mesurer répond déjà un peu à comment l'éviter, c'est-à-dire on ne maîtrise que ce qu'on mesure. Du coup, pour mesurer l'éviter, déjà pour mesurer les émissions évitées, donc comprendre les effets rebonds, il y a le sujet de vraiment poser c'est quoi mon modèle qui est circulaire, c'est quoi le modèle d'avant, qu'est-ce qui a changé, ce qui permet de voir là où on a un gain environnemental. Donc c'est vraiment, faut poser les deux chaînes de valeur un peu en parallèle et voir qu'est-ce qui a changé. Et ensuite se dire ce qui a changé, comment on le mesure. Typiquement, il y a des choses qui peuvent être relativement simples parce que c'est en interne dans l'entreprise, sur les achats, sur des volumes de déchets. Il y a le sujet de la demande ultime. Est-ce qu'il y a eu cet effet rebond ou pas? Bah là, il n'y a pas d'autre manière que de demander à ses clients. Alors après, il y a des sujets c'est comme pour un sondage. Si on a 75% de réponses, est-ce que les 25% qui n'ont pas répondu, c'est ceux qui en fait justement sont moins sensibilisés et potentiellement sont en plein effet rebond. Donc ça pose plein de questions méthodologiques sur la robustesse de l'évaluation des données auprès de ses clients. C'est un peu différent si on est sur du B2B ou du B2C. En B2B, c'est plus simple d'avoir la discussion business avec un nombre relativement limité d'acteurs. En B2C, là pour le coup, on a un sondage qu'il faut administrer, suivre à la bonne fréquence, a priori c'est chaque année. Et il y a un enjeu pour éviter l'effet rebond qui est dans la communication de la démarche aux différentes étapes du parcours client. Alors là, je pense surtout en B2C, parce qu'en B2B, on est sur des discussions un peu plus... on a des acteurs qui vont plus avoir le temps de se poser la question, mais dans tous les cas, il faut dans la présentation de son service, dans la présentation de ses bénéfices et dans l'interrogation des modes de consommation que doivent avoir vos clients, ou enfin, les gens, bah, il faut expliciter qu'il y a ce risque d'effet rebond et se dire, OK, posez-vous la question de quel est votre besoin et qu'est-ce qui fait que vous achetez du neuf avant pour
les inciter à avoir cette bascule mentale qui se fait. Donc, il y a un sujet de mesure et il y a un sujet de communication sur l'ensemble du parcours client pour s'assurer qu'on mesure et qu'on l'évite, qu'on évite l'effet rebond. Il y a une autre question, voilà, ok, de rien. Notre question d'Hélène Guibaud. Sauriez-vous nous donner des ressources pour connaître les différents indicateurs ou KPI à mettre en place dans une entreprise pour mesurer leur impact, les gains environnementaux, les effets rebonds, les émissions évitées, etc. Alors, premier point, c'est avec toutes les obligations réglementaires, avec la CSRD, il y a plein d'indicateurs qui vont devenir obligatoires. Donc ça, c'est une première base de mémoire, c'est les FRAG qui portent ça. Donc, si vous tapez indicateur environnemental CSRD, vous trouvez la liste sans trop de sujets, donc consommation d'énergie, volume d'eau, volume de déchets, gaz à effet de serre, etc. Après, par rapport à ce qu'on a indiqué aujourd'hui dans le webinaire, je pense qu'il y a l'outil bilan carbone, scope 1, 2, 3, qui est important parce qu'en fait, si ça se trouve, on pense éviter beaucoup d'un côté, mais on a plein de choses sur ces opérations sur lesquelles on peut faire des choses. Il y a les volumes de produits, volumes de déchets qui sont pas en CO2, mais en volume, en valeur absolue, qui sont également intéressants à suivre. Et pour les émissions évitées, il y a des normes de calcul avec une norme ISO qui sont intéressants à suivre et à mettre, et c'est une recommandation de l'ADEME, impérativement en regard du bilan carbone. On ne peut pas juste mesurer les émissions évitées et dire c'est chouette, on a économisé 1000 tonnes, sans connaître soi-même son empreinte totale. Parce que si elle est à 1 million de tonnes, bah, au final, c'est gentil, mais on a évité que 0,1% de ce qu'on émet. Et pour compléter, Ouais. sur l'économie circulaire, il y a du coup, je mentionnais la norme 59004. Il y a le volet 59020 qui définit justement les mesures, de l'économie circulaire qui pourront être appliquées. Toujours, c'est en cours de définition, mais il y a probablement des drafts qui doivent être disponibles, en grand public. Mais en tout cas, je serais ravi de réaborder le sujet par rapport à ça. Non, on va dire ça va aussi dépendre de votre secteur. Typiquement, dans le secteur textile, c'est le carbone et l'eau qui sont vraiment les KPI à suivre. Si on est sur de la construction, bah, on a d'autres indicateurs qui peuvent être obligatoires. Et dans une entreprise de service, il y a la dimension carbone qui est importante, mais il peut y avoir un focus sur la partie numérique, sur lesquels on va avoir encore là des sujets plus de durée de vie matérielle, de pourcentage de matériel de seconde vie. Donc c'est compliqué d'apporter une réponse générale. Avec plaisir, Hélène, pour en reparler selon votre activité, pour voir quels sont les indicateurs les plus précis à suivre. Et je crois qu'avec ça, nous avons fini les questions. Donc on vous envoie les éléments par email. On était ravis de votre intérêt et de ces questions, en espérant que ça ait Merci. pu apporter des éléments. Au revoir. Et ben, merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup.